Le mensonge entra à Philadelphie par une porte ordinaire en février 1863. Il portait un manteau noir, une barbe bien taillée, des gants propres et un nom qui ne résisterait à aucune vérification, Dr Elijah Crane. Ce jour-là, la neige tombait sur Catherine Street, couvrant les ornières, les marches, les toits bas et la façade sombre de l'orphelinat presbytérien de la Miséricorde divine. Le bâtiment n'avait rien d'un refuge. C'était un ancien entrepôt de textiles, reconverti trop vite, trop pauvrement, pour recevoir des enfants que la guerre, la faim et l'indifférence avaient déjà classés parmi les pertes acceptables. À l'intérieur, l'air sentait l'humidité, le bois froid, la soupe claire et les vêtements rapiécés. Une soixantaine d'enfants noirs y vivaient sous la surveillance du révérend Josiah Pemberton, un homme convaincu d'agir pour le bien, et précisément pour cela dangereux. Les hommes, persuadés de sauver les autres, oublient souvent de leur demander ce qu'ils veulent. Crane n'était pas venu seul. À ses côtés se tenait une fillette de 7 ans, petite, silencieuse, trop immobile pour son âge. Elle s'appelait d'après lui Sarah Brown. Sa mère, Margaret Brown, blanchisseuse à Baltimore, serait morte du typhus en janvier. Aucun parent, aucun protecteur. Aucun document solide, seulement une enfant, une histoire triste et $30 en pièces d'or posées sur le bureau de Pemberton. $30 pour 6 mois de pension. $30 pour que personne ne pose trop de questions. Crane parla avec calme. Il expliqua que Baltimore débordait d'orphelins, que les institutions étaient pleines, que Sarah avait besoin de stabilité. Il répéta plusieurs fois qu'elle devait être traitée avec douceur. Ce genre d'insistance aurait dû alerter Pemberton. On ne recommande pas la douceur avec autant de soin quand on n'a rien à cacher. Mais le révérend regarda l'argent, puis l'enfant. Il vit la pauvreté, il vit la guerre. Il vit une mission chrétienne, il ne vit pas le piège. Sarah ne pleurait pas, elle ne s'agrippait pas au manteau de l'homme. Elle ne demandait rien. Ses yeux sombres, restaient fixés sur le plancher, comme si elle avait déjà appris que regarder les adultes en face ne servait à rien. Avant de partir, Crane s'agenouilla devant elle et lui murmura quelques mots à l'oreille. Pemberton n'entendit pas. Sarah hocha seulement la tête, puis le fiacre disparut dans la neige. Et avec lui disparut aussi le docteur Elijah Crane. Aucun registre médical de Baltimore ne conserva son nom. Aucun hôpital, aucune société savante, aucun annuaire professionnel ne confirma son existence. Plus tard, on dira qu'il avait menti. C'est insuffisant. Il n'avait pas seulement menti, il avait fabriqué une disparition. À partir de ce jour, Sarah Brown vécut à l'orphelinat comme une ombre. Elle mangeait peu. Elle parlait moins encore. Dans le dortoir, les autres filles chuchotaient autour d'elle sans parvenir à l'attirer dans leur jeu. Dans la salle commune, elle s'asseyait toujours au fond, les mains jointes sur ses genoux, attentive à tout, participant à rien. Elle obéissait avec une précision inquiétante. On lui disait de venir, elle venait. De s'asseoir, elle s'asseyait. De dormir, elle fermait les yeux, même si personne ne pouvait savoir si elle dormait vraiment. L'orphelinat n'était pas cruel par spectacle. Il était cruel par pauvreté organisée. Les repas se répétaient, bouilli d'avoine le matin, pain sec et soupe claire à midi, pommes de terre bouillies le soir. L'hiver, les enfants dormaient 2 par lit sous des couvertures trop minces. L'été, la chaleur rendait les dortoirs suffocants. On leur enseignait la lecture, l'obéissance, la prière, et surtout cette leçon muette. Leur vie devait toujours justifier l'aide reçue. Pemberton croyait à l'éducation. Il citait les abolitionnistes, parlait de dignité, de progrès, de citoyenneté, mais même sa bonté portait la marque de son époque. Il voulait prouver que ses enfants pouvaient en devenir respectables. Il ne comprenait pas encore que demander à un enfant de prouver son humanité est déjà une faute morale. Sarah, elle, ne cherchait à prouver rien. Pendant des mois, elle resta presque muette. Mademoiselle Abigail Fletcher, l'institutrice, la jugea d'abord lente puis étrange. L'enfant connaissait ses lettres. Elle comprenait vite, mais elle refusait de répondre devant les autres. Elle ne levait jamais la main, elle gardait en elle ce qu'elle savait, comme si parler pouvait rouvrir quelque chose. Le premier incident eut lieu au printemps 1864. Mademoiselle Fletcher avait perdu sa Bible personnelle, une vieille édition reliée de cuir noir, annotée dans les marges. Elle accusa les enfants. Dans cette maison, comme ailleurs, les plus faibles étaient toujours les suspects naturels. Sa voix claqua dans la salle de classe. Elle menaça de privation et de punition collective si le livre n'était pas retrouvé. Alors Sarah leva la main, ce geste minuscule arrêta la pièce. Elle demanda, d'une voix basse, si elle pouvait réciter les passages lus les jours précédents. Fletcher crut d'abord à une insolence. Puis, par orgueil, elle accepta. Sarah ferma les yeux. Et elle répéta, mot pour mot.
Non seulement les phrases, mais les pauses, les inflexions, la petite toux de l'institutrice au milieu d'un verset. Elle restitua le passage lu la veille, puis celui d'avant, puis ceux de la semaine précédente. Les autres enfants cessèrent de bouger. Fletcher pâlit. Ce n'était pas une récitation, c'était un enregistrement vivant. On fit appeler Pemberton. Dans son bureau, il procéda aussitôt à des essais plus rigoureux. Un article de journal, une liste de noms inventés, des chiffres sans ordre, un passage latin que Sarah ne pouvait pas comprendre. Après une seule lecture, elle répéta tout, sans faute, les sons étrangers, les nombres, les noms, les tournures. Elle ne retenait pas seulement le sens, elle retenait l'instant. Ce soir-là, Pemberton resta longtemps devant sa bougie. Il venait de découvrir quelque chose qu'il aurait dû protéger. Au lieu de cela, il pensa à ce que cet enfant pouvait démontrer. Dans une Amérique encore couverte des ruines de la guerre civile, où tant d'hommes cherchaient de nouvelles raisons de maintenir les anciens rapports de domination, Sarah semblait offrir une réponse éclatante. Une enfant noire dotée d'une mémoire impossible, une contradiction vivante à toutes les théories d'infériorité. Voilà comment commence souvent l'exploitation, par une cause noble. Pemberton invita d'abord quelques visiteurs, des professeurs, des médecins, des philanthropes, des hommes bien habillés, polis, curieux. Ils arrivèrent avec leurs carnets, leurs questions, leurs sourires maîtrisés. Ils parlaient d'éducation, de science, de progrès. Mais leur regard disait autre chose. Ils ne voyaient pas Sarah. Ils voyaient un cas, et c'est là que le piège se referma. Car le vrai scandale ne fut pas que Sarah possédât une mémoire extraordinaire. Le scandale fut que des adultes, avertis, instruits, respectés, décidèrent presque aussitôt que ce don leur appartenait. Au début, ils vinrent par 2 ou 3. Un professeur de théologie, un médecin de l'université, un philanthrope au visage grave, tous prétendaient vouloir comprendre. En réalité, ils venaient à vérifier si une enfant noire pouvait vraiment contredire leur certitude sans leur faire perdre leur autorité. Au printemps 1864, l'orphelinat presbytérien de la Miséricorde divine changea de fonction sans changer de mur. Il resta officiellement un refuge, mais certains après-midi, il devint une salle d'examen. Sarah Brown n'y était plus seulement une pensionnaire, elle était devenue une démonstration. Le révérend Josiah Pemberton organisa les premières séances avec prudence, du moins c'est ce qu'il se raconta. Il choisissait les visiteurs. Il limitait la durée. Il affirmait que tout cela servirait une cause juste. Il voulait que ces hommes voient de leurs propres yeux ce qu'ils refusaient d'admettre. L'intelligence n'avait pas de couleur légitime, pas de propriétaire naturel, pas de frontière inscrite par Dieu. Mais une faute commise au nom d'une bonne cause reste une faute. Sarah avait 8 ans. On la faisait entrer dans le bureau du révérend, on lui demandait de s'asseoir droite, les mains posées sur les genoux. Devant elle, les hommes ouvraient des livres, des journaux, des registres, parfois des textes en langues étrangères. Ils lisaient une fois. Sarah répétait, il changeait un de ton. Elle imitait, il donnait des chiffres. Elle les restituait dans l'ordre exact. Le silence qui suivait n'était jamais un silence de respect. C'était un silence de possession. On notait, on comparait, on murmurait. On disait extraordinaire, anormal, instructif, très rarement enfant. En juin 1864, le nom de Sarah circulait déjà dans plusieurs salons de Philadelphie. On n'imprimait pas encore son histoire dans les journaux, mais on en parlait assez pour attirer les curieux importants. Les dames de Rittenhouse Square demandaient si la rumeur était vraie. Des hommes de science évoquaient le cas Brown entre 2 conférences. Les défenseurs de l'égalité y voyaient une preuve utile. Les autres y voyaient une exception commode. Personne ne lui demanda ce qu'elle voulait devenir. C'est à cette période qu'apparut le docteur Cornelius Hartwell, professeur de médecine et de philosophie naturelle à l'université de Pennsylvanie. Il avait 50 ans, une barbe grisonnante taillée avec précision, une voix basse, des manières irréprochables. Il appartenait à cette catégorie d'hommes dont la politesse sert de gant à la brutalité. Hartwell n'arriva pas seul. Il était accompagné de son assistant Thomas Sedgwick, 30 ans environ, mince, appliqué, toujours muni d'un carnet relié de cuir. Sedgwick écrivait tout, les heures, les réactions, les mots exacts. Il ne protestait jamais. Dans les dossiers des abus, il y a toujours ces personnages secondaires qui prétendent n'avoir fait que prendre des notes. Hartwell demanda d'abord à observer, puis à mesurer. Puis à revenir, Pemberton accepta. C'est ici que la responsabilité du révérend devient impossible à laver. Il n'a pas inventé la curiosité froide de Hartwell. Il n'a pas créé les théories qui classaient
les êtres humains comme des spécimens. Mais il a ouvert la porte. Il l'a fait en sachant que Sarah était seule, pauvre, dépendante de sa protection. Il l'a fait parce qu'il voulait convaincre des hommes tard puissants avec le corps et l'esprit d'une enfant. Les premières mesures eurent lieu en juillet 1864, dans une petite salle du rez-de-chaussée. On poussa les bancs contre le mur. On plaça une chaise au centre. Sarah s'assit. Hartwell posa sur la table ses instruments. Compas, ruban gradué, calibre, fiche d'observation. La scène avait l'air médical. Elle était surtout judiciaire. Sarah était l'accusée d'un procès où son existence devait répondre à des préjugés anciens. Il mesura la circonférence de son crâne, la largeur du front, la distance entre les oreilles, la projection de l'arrière de la tête. Il examina ses cheveux, ses mains, sa mâchoire. Il nota la couleur de sa peau selon une échelle qu'il avait lui-même établie. Il prétendait chercher une explication. En vérité, il cherchait une excuse, une anomalie qui permettrait de préserver intact le vieux mensonge de l'inégalité. Quand Sarah récitait parfaitement un texte, Hartwell ne concluait pas qu'il avait eu tort. Il demandait quelle exception pouvait sauver sa théorie. Voilà l'une des lâchetés les plus constantes de l'esprit dominateur. Quand la réalité le contredit, il ne change pas de morale, il change de catégorie. En août 1864, les séances devinrent régulières, 2 fois par semaine, parfois 3. Hartwell arrivait avec Sedgwick, saluait Pemberton, puis demandait Sarah. Elle venait sans résistance. Sa docilité fut interprétée comme du consentement. C'est un autre mensonge fréquent. Les enfants obéissent souvent parce qu'ils n'ont aucun moyen sûr de refuser. On lui lisait des pages de traités médicaux, des articles politiques, des sermons, des listes de dettes, des séries de nombres. Elle répétait tout, après 1 heure, après 6 heures, après 1 semaine. Hartwell calculait les écarts. Il n'en trouvait presque pas. Sarah conservait les mots comme une pierre conserve une inscription. Dans les salons, on s'émerveillait. Dans la salle d'examen, l'enfant s'éteignait. Elle commença à perdre l'appétit. Le matin, elle repoussait la bouillie. Le soir, elle laissait les pommes de terre refroidir dans son bol. Ses joues se creusaient, ses mains, déjà fines, tremblaient lorsqu'elle tenait une cuillère. Les autres enfants remarquèrent qu'elle parlait dans son sommeil, pas des phrases grosses d'enfants. Des passages entiers, des noms, des chiffres, des fragments de conversations entendues pendant les séances. Elle ne dormait plus vraiment, elle archiviait. En septembre 1864, Pemberton observa pour la première fois un changement dans son regard. Ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était une distance. Sarah regardait les adultes comme on regarde une pièce où l'on sait déjà ce qui va arriver. Elle ne semblait pas surprise par leur curiosité, ni par leur froideur. Elle semblait seulement attendre la prochaine demande. Hartwell, lui, s'enfonçait davantage. Il parlait d'importance historique. Il écrivait que le cas Brown pouvait modifier la compréhension des facultés mentales chez les enfants issus de populations affranchies. Ces mots étaient propres. Leur sens ne l'était pas. Ils transformaient une vie en matériau. À mesure que les visiteurs augmentaient, l'orphelinat devenait plus silencieux autour de Sarah. Les enfants la craignaient. Les adultes la surveillaient. Elle n'appartenait plus à la communauté des faibles, ni à celle des savants. Elle était placée entre les deux, trop utile pour être laissée tranquille, trop vulnérable pour être défendue sérieusement. Mademoiselle Fletcher, qui l'avait d'abord découverte, évitait maintenant de croiser son regard. Peut-être par peur, peut-être par honte. Elle savait que tout avait commencé dans sa classe, avec une Bible perdue et une menace de punition collective. Mais les institutions ont une mémoire sélective. Elles se souviennent de leur réussite. Elles enterrent bien que le moment où elles ont livré quelqu'un. En octobre 1864, Hartwell demanda à tester Sarah devant un groupe plus large. Pemberton hésita, puis accepta encore. Il demanda seulement que l'enfant ne soit pas trop fatigué. Cette réserve dérisoire résume tout. On voulait protéger Sarah, mais seulement après l'avoir utilisée. Ce jour-là, elle récita un article entier sur les derniers débats à Washington, puis une liste de 120 noms accompagnés de montants financiers. Aucun blanc dans sa mémoire, aucun tremblement dans sa restitution. Les hommes présents applaudirent doucement, comme au théâtre. Sarah ne sourit pas. Elle baissa seulement les yeux. À la fin de la séance, Hartwell déclara que l'enfant devait être étudié dans un cadre plus adapté. Il dit cela d'une voix calme, presque administrative. Un cadre plus adapté signifiait moins de témoins, moins de limites, moins de regards capables d'interrompre. Pemberton ne répondit pas immédiatement. Il sentait déjà que quelque chose lui échappait. Mais il n'eut pas le courage de nommer ce qu'il avait devant lui.
car nommer l'abus aurait obligé à reconnaître sa participation. En novembre 1864, l'état de Sarah se dégrada nettement. Elle se réveillait en pleine nuit, le visage couvert de sueur, répétant des phrases qui ne lui appartenaient pas. Une surveillante l'entendit murmurer « spécimen remarquable »,« développement inférieur »,« sang mélangé possible », des mots d'hommes instruits repris par la bouche d'une enfant épuisée. Ces mots ne disparaissaient pas. Aucun ne disparaissait. Le don qu'ils admiraient n'était pas une lumière, c'était une prison sans oubli. Et pourtant, malgré les signes, les séances continuèrent, car l'ambition scientifique, lorsqu'elle est protégée par le prestige social, a rarement besoin de cacher sa violence. Il lui suffit de changer de vocabulaire, on n'appelait pas cela exploitation. On appelait cela étude, on n'appelait pas cela humiliation. On appelait cela observation, on n'appelait pas cela abandon. On appelait cela progrès. Ainsi, à la fin de l'année 1864, Sarah Brown n'était déjà plus l'enfant déposé dans la neige par un faux médecin. Elle était devenue un dossier vivant, consulté, mesuré, cité, disputé. Et ceux qui prétendaient révéler sa valeur avaient commencé, méthodiquement, à lui retirer ce qui lui restait de paix. En novembre 1864, la vérité commença à sortir non pas des registres, mais de la bouche d'une enfant épuisée. La pluie tombait sur Philadelphie depuis le soir. Elle frappait les vitres mal ajustées de l'orphelinat presbytérien de la Miséricorde divine, coulait le long des briques noircies, entrait par les fissures, ajoutant son humidité à celle des dortoirs. Les enfants dormaient sous des couvertures trop minces. Le bâtiment craquait comme une vieille coque abandonnée. Le révérend Josiah Pemberton traversait le couloir du second étage avec une bougie à la main lorsqu'il entendit un son bas, régulier, presque étouffé. Ce n'était pas un cri. C'était pire, un sanglot retenu depuis trop longtemps. Il trouva Sarah Brown assise sur son lit, les genoux contre la poitrine, le dos appuyé au mur froid. Elle se balançait lentement, d'avant en arrière. Ses yeux étaient des rouges. Son visage d'enfant semblait plus âgé que celui de beaucoup d'adultes. Elle avait 9 ans, et déjà le regard de quelqu'un à qui l'on avait trop pris. Pemberton s'approcha doucement. Il avait encore l'illusion que la douceur pouvait réparer ce que sa faiblesse avait permis. Il murmura son nom. Sarah leva les yeux vers lui, mais ce n'était pas un regard de confiance. C'était un regard de témoin. « Tout reste », dit-elle. Ces 2 mots auraient dû suffire à condamner tout le monde. Pemberton lui demanda ce qu'elle voulait dire. Alors Sarah parla, pas comme une enfant qui raconte un cauchemar. Comme une archive ouverte de force. Elle répéta les phrases entendues pendant les séances du docteur Cornelius Hartwell. Les remarques prononcées à mi-voix, les jugements dissimulés sous le vocabulaire médical, les comparaisons humiliantes, les hypothèses sur son corps et son origine. Elle restitua la voix de Hartwell, précise, froide, satisfaite d'elle-même. Puis celle de Thomas Sedgwick, plus jeune, plus hésitante, mais jamais assez courageuse pour s'opposer. Ils avaient cru qu'elle ne comprenait pas. Ou pire, ils avaient cru que comprendre ne comptait pas. Sarah répéta leurs mots. Les mesures de son crâne, les observations sur sa peau, les discussions sur ses cheveux, les soupçons selon lesquels son intelligence devait venir d'ailleurs, d'une ascendance cachée, d'un mélange commode qui permettait à leur théorie de rester debout. Elle avait tout entendu, elle avait tout gardé. Chaque phrase était restée intacte, avec le ton, la respiration, le mépris enveloppé dans la politesse. Voilà ce que ces hommes n'avaient pas prévu. Ils étudiaient en sa mémoire en oubliant qu'ils entraient eux-mêmes dedans. Pemberton écoutait, immobile, la bougie tremblant dans sa main. Il entendit Sarah répéter une phrase attribuée à Hartwell, prononcée en septembre 1864. Le sujet présente des capacités supérieures, mais son type demeure problématique. Le sujet, pas l'enfant. Pas Sarah, le sujet. Il y a des mots qui tuent sans faire couler de sang. Il prépare seulement la main qui viendra ensuite. Sarah continua, elle parla des regards. De la manière dont certains visiteurs se penchaient sur elle comme sur une curiosité de foire, de ceux qui souriaient quand elle réussissait, non par admiration, mais parce qu'ils venaient d'acquérir une preuve à utiliser dans leur débat. Les uns voulaient la brandir pour défendre une cause, les autres voulaient la réduire à une exception pour sauver leurs préjugés. Dans les 2 cas, elle n'était pas libre, elle était employée. C'est ici que l'accusation devient claire. Les hommes de Philadelphie n'ont pas seulement observé Sarah Brown, ils l'ont convertie en argument. Et convertir un enfant en argument, même pour une cause juste, c'est déjà l'abandonner. Pemberton tenta de la calmer. Il posa une main sur son épaule. Sarah se raidit. Elle n'était plus certaine qu'une main adulte puisse signifier autre chose qu'un ordre, une mesure, une prise.
Elle dit qu'elle voulait oublier, pas tout. Seulement certaines choses, le rire discret d'un médecin après avoir examiné ses cheveux, le frottement froid d'un instrument contre sa tempe, la voix de Sedgwick disant qu'elle supportait les séances mieux que prévu. Le silence de Pemberton chaque fois qu'il aurait pu dire non. Ce silence-là, elle l'avait retenu aussi. Le révérend comprit alors ce qu'il aurait dû comprendre dès le premier jour. La mémoire de Sarah n'était pas seulement une faculté. C'était une condamnation. Chez les autres, la douleur s'efface parfois, se déforme, devient moins nette. Chez elle, rien ne reculait. La honte restait neuve. La peur restait neuve. Chaque mot cruel revenait avec sa première lame. À cet instant, Pemberton vit enfin son propre rôle. Il n'était pas Hartwell. Il n'avait pas posé les calibres. Il n'avait pas écrit les classifications. Mais il avait fourni la chaise, la salle, l'enfant. Il avait confondu protection et utilité. Il avait cru servir la justice en exposant Sarah à ceux qui ne savaient voir qu'une preuve. La faute morale des hommes comme Pemberton n'est pas toujours la haine. C'est la vanité de croire que leur intention suffit. Le lendemain, il décida de limiter les visites. Il le fit tard, trop tard. En décembre 1864, il refusa plusieurs demandes de démonstration publique. Il écrivit à Hartwell que Sarah devait se reposer. Il exigea que les séances soient moins longues. Il interdit certains examens physiques. Sur le papier, ces décisions semblaient fermes. En réalité, elles arrivaient après des mois de permission. Hartwell réagit mal. Il ne cria pas. Il n'avait pas besoin de crier. Les hommes de son rang menacent avec des phrases calmes. Il rappela au révérend que ses recherches avaient déjà attiré l'attention de plusieurs cercles influents. Il parla de l'importance du cas. Il parla de science. Il parla même du devoir envers les enfants noirs, comme si Sarah devait continuer à souffrir pour prouver que d'autres méritaient d'être respectés. Cette logique est l'une des plus répugnantes de l'histoire. Demander aux victimes de payer le prix de la démonstration morale. Pemberton hésita encore. Hartwell le savait. Il voyait la culpabilité du révérend, son besoin de croire qu'il pouvait transformer une erreur en bien supérieur. Alors il avança une proposition. En janvier 1865, il demanda officiellement que Sarah soit placée sous sa responsabilité personnelle dans sa maison de Spruce Street. Il promit une chambre propre, une instruction meilleure, une nourriture correcte. Il promit aussi une somme substantielle pour l'orphelinat. L'argent devait aider les autres enfants, disait-il. La formule était parfaite. Elle rendait le refus presque égoïste. Pemberton savait pourtant qu'il ne s'agissait pas seulement d'éducation. Il avait vu le regard de Hartwell. Il avait entendu Sarah. Il connaissait la fatigue de l'enfant, ses crises nocturnes, son corps amaigri. Mais il accepta. Qu'on ne dise pas qu'il fut trompé. Il fut faible. Sarah quitta l'orphelinat au début de janvier 1865. Elle portait une petite valise contenant quelques vêtements, une Bible usée et un cahier d'écriture. Les autres enfants la regardèrent d'un partir depuis les fenêtres. Aucun ne savait si elle montait vers une vie meilleure ou descendait vers quelque chose de plus fermé. La maison Hartwell se trouvait sur Spruce Street, dans un quartier où les façades propres donnaient au péché une apparence respectable. 4 étages de briques rouges. Fenêtres hautes, tapis épais. Bibliothèque pleine. Un crâne humain posé sur une cheminée comme décoration savante. Tout y disait l'ordre, la culture, la réussite. Sarah reçut une chambre au 3e étage. Un vrai lit, des draps blancs. Une couverture chaude. Pour une enfant venue des dortoirs glacés, cela aurait pu ressembler à une délivrance. Mais une cage devient plus efficace lorsqu'elle est confortable. Madame Eleanor Hartwell lui expliqua les règles. Sarah devait rester silencieuse, ne pas courir, ne pas toucher les livres sans permission, descendre lorsqu'on l'appelait. Être toujours prête pour les travaux du docteur, toujours prête. Ces mots résumaient sa nouvelle condition. Les premières semaines furent contrôlées avec soin. Hartwell se montra patient. Il lui faisait lire des textes médicaux, des traités, des pages en latin ou en grec. Il observait sa fatigue, ses pauses, ses erreurs rares. Sedgwick venait certains jours. Les carnets se remplissaient, Sarah mangeait seule à la cuisine sous le regard méfiant de la domestique irlandaise Mary O'Donnell, qui n'était pas cruelle mais qui avait appris à survivre en ne posant pas de questions. Puis, en février 1865, Hartwell changea de méthode. Il interrogea Sarah sur son passé. Baltimore, sa mère Margaret. Le voyage, l'homme au manteau noir. Le nom de Crane, Sarah répondit peu. Elle se souvenait d'une chanson, d'une odeur de savon, d'une chambre sombre, d'une voix masculine disant qu'elle devait garder le silence. Elle se souvenait de sa mère qui pleurait derrière une porte.
Hartwell comprit qu'il y avait là plus qu'un mystère administratif. Il écrivit à Baltimore, il consulta des registres. Il chercha un médecin nommé Elijah Crane. Rien. Pas de cabinet, pas de diplôme. Pas de décès de Margaret Brown par typhus en janvier 1863. L'histoire remise à Pemberton n'était pas incomplète. Elle était fabriquée. Au lieu d'être horrifié, Hartwell fut excité. Car s'il n'y avait pas de prodige naturel, il y avait peut-être une expérience. Et si Sarah avait été fabriquée, alors quelqu'un avait trouvé un moyen de forcer la mémoire humaine. Ce n'était plus seulement un cas à étudier. C'était une méthode à retrouver. À partir de ce moment, Sarah Brown ne fut plus seulement exploitée pour ce qu'elle savait faire. Elle fut poursuivie pour ce qu'on lui avait peut-être fait. Et l'homme qui prétendait chercher la vérité s'apprêtait, lui aussi, à devenir partie du crime. En février 1865, la maison de Spruce Street cessa de ressembler à une demeure savante. Elle devint ce qu'elle avait toujours risqué d'être. Un lieu fermé, propre en façade, brutal dans sa méthode. Le docteur Cornelius Hartwell ne cherchait plus seulement à observer Sarah Brown. Il voulait remonter jusqu'à la source de son pouvoir. Ce mot même, pouvoir, était une fraude. Sarah n'avait aucun pouvoir. Elle retenait tout, mais ne décidait de rien. Elle possédait une mémoire immense dans un monde qui lui refusait la moindre autorité sur son propre corps. Après les premiers courriers envoyés à Baltimore, Hartwell reçut des réponses embarrassantes. Aucun médecin nommé Elijah Crane n'avait exercé officiellement dans la ville. Aucun décès de Margaret Brown, blanchisseuse, n'avait été enregistré en janvier 1863 pour cause de fièvre. Aucun registre d'institution ne confirmait l'histoire racontée au révérend Pemberton. La version déposée avec Sarah à l'orphelinat était donc un décor. Quelqu'un l'avait construite pour qu'elle tienne juste assez longtemps. Hartwell aurait pu prévenir les autorités. Il aurait pu rendre Sarah à des mains réellement protectrices. Il aurait pu reconnaître qu'une enfant avait été cachée derrière un faux nom, probablement après des actes interdits. Il fit autre chose. Il transforma le mensonge en piste de recherche. Sur son bureau, au milieu des carnets et des lettres, apparurent des notes relatives à un médecin militaire disparu en 1863. Elijah Cranston, ancien praticien attaché à un hôpital de campagne près de Washington. Un homme dont le nom circulait à peine couvert par les silences de l'armée. Des rumeurs l'accusaient d'avoir travaillé sur la mémoire, la douleur, les réactions mentales des blessés et des enfants réfugiés. Rien de suffisamment officiel pour provoquer un procès. Suffisamment, pourtant, pour comprendre que le chaos de la guerre avait servi de couverture. La guerre civile venait de finir, mais ces laboratoires invisibles continuaient à parler à travers Sarah. Hartwell lut ces fragments avec avidité. Il nota les dates. Été 1862, première mention d'expérience non autorisée, mars 1863. Disparition de Cranston, février 1863, arrivée de Sarah à Philadelphie sous le nom de Crin. Les pièces ne formaient pas encore un dossier complet, mais elles suffisaient à désigner une route. Sarah n'était pas arrivée par hasard à Catherine Street. Elle avait été déplacée. Effacée, classée parmi les enfants sans défense, parce que ces enfants n'avaient presque jamais de témoins. À partir de la mi-février 1865, les séances changèrent de nature. Hartwell ne se contentait plus de tester la mémoire. Il cherchait à la briser pour voir comment elle résistait. Il réveillait Sarah avant l'aube. Il lui faisait réciter des textes appris la veille. Il dictait des listes de noms, de dates, de montants, puis exigeait qu'elle les répète dans l'ordre inverse. Il mélangeait des passages de médecine, des extraits de sermons, des phrases en allemand fournies par un collègue. Quand elle réussissait, il ajoutait une difficulté. Quand elle faiblissait, il appelait cela une donnée. Le langage scientifique a souvent servi à laver les mains sales. Sarah mangeait moins, son visage se creusait. Elle toussait certains matins, mais Hartwell écrivait seulement « fatigue modérée ». En moi, je fatigue modérée. Ses mains tremblaient au repos. Il écrivait « réaction nerveuse ». Elle restait muette pendant des heures. Il écrivait « concentration intérieure ». Chaque souffrance recevait un nom propre, donc acceptable. Madame Eleanor Hartwell commença à s'inquiéter, non par tendresse profonde, mais parce que la maison changeait d'atmosphère. Les domestiques parlaient assez bas. La nuit, on entendait parfois Sarah murmurer derrière la porte du 3e étage. Des chiffres, des fragments de phrases. Des mots prononcés par d'autres. Mary O'Donnell, la servante irlandaise, affirma l'avoir entendu répéter une conversation complète entre Hartwell et Sedgwick, tenue 2 semaines auparavant dans le bureau fermé.
Ce détail aurait dû faire peur à tout le monde, car Sarah ne gardait pas seulement ce qu'on lui demandait de retenir. Elle conservait aussi ce qu'on croyait pouvoir dire autour d'elle sans conséquence. Au début de mars 1865, Hartwell retrouva un rapport partiellement censuré provenant d'un hôpital militaire de Pennsylvanie. Le texte mentionnait des sujets juvéniles, des stimulants glandulaires, des réactions mnésiques inhabituelles et des troubles persistants du repos mental. Les noms avaient été grattés ou noircis. Les conclusions manquaient, mais Hartwell n'avait pas besoin de tout lire pour comprendre. Ce rapport ne décrivait pas une théorie, il décrivait des enfants. Des enfants pauvres, des enfants déplacés. Des enfants que personne ne réclamerait assez fort. Ce fut là le moment exact où Hartwell franchit la ligne qui le séparait encore du crime initial. Il ne pouvait plus prétendre ignorer. Il savait que les capacités de Sarah étaient peut-être le résultat d'interventions imposées. Il savait qu'elle avait été blessée avant même d'entrer dans sa maison, et pourtant il continua. Pire, il intensifia. Il disait vouloir documenter. Il voulait posséder le secret. Les séances nocturnes commencèrent le 9 mars 1865. Cette date apparaît dans les carnets avec une froideur presque obscène. Sarah fut réveillée à 2h du matin et conduite au bureau. Hartwell voulait vérifier si la mémoire demeurait intacte dans l'état de demi-sommeil. Il lui fit réciter un registre lu 3 jours plus tôt. Elle réussit d'abord, puis sa voix se brouilla. Elle mélangea les noms avec une chanson ancienne, probablement celle de sa mère Margaret. Hartwell nota l'incident comme une intrusion affective. Ce qu'il appelait intrusion était peut-être la dernière défense de l'enfant. Le 14 mars, il lui refusa le repas du soir jusqu'à la fin d'une série d'exercices. La tâche portait sur des colonnes de chiffres extraites d'un registre d'assurance. Sarah se trompa une fois, inversant 2 montants. Hartwell la força à recommencer depuis le début. Elle resta debout près du bureau, les lèvres sèches, les yeux fixes, pendant que Sedgwick écrivait. Sedgwick était présent ce soir-là. Il aurait pu poser son crayon. Il ne l'a pas fait. Il faut le dire clairement. Le silence des assistants fait partie de l'architecture des abus. Aucun système ne tient seulement grâce aux hommes qui ordonnent. Il tient grâce à ceux qui observent, consignent, obéissent, puis se prétendent neutres. À mesure que le 23 mars 1865 approchait, Hartwell prépara une démonstration. Il voulait frapper fort. Plusieurs noms furent invités. Professeur Edmund Walker de Harvard, docteur Friedrich Schneider, neurologue allemand de passage, et juge Horace Caldwell, philanthrope influent de Philadelphie. Il ne s'agissait plus d'une simple séance privée. C'était une validation publique soigneusement limitée aux hommes capables de protéger ou de détruire une réputation. Le support choisi fut un registre comptable de 178 pages emprunté à une compagnie d'assurance. Nonce, adresse, date, somme, colonne serrée. Hartwell le présenta à Sarah une seule fois, 3 semaines avant la démonstration, durant 1 heure exactement. Il voulait prouver qu'elle pouvait retenir l'impossible. Mais ce qu'il préparait réellement, sans le savoir, c'était sa propre accusation. Car depuis des mois, Sarah gardait tout, les chiffres du registre. Les insultes déguisées, les lettres lues à voix basse. Les hypothèses sur Cranston, les ordres. Les silences, les aveux imprudents. Hartwell croyait contrôler l'expérience parce qu'il contrôlait la pièce, l'heure, les invités, le protocole. Il oubliait que la preuve principale n'était pas dans ses carnets. Elle était assise devant lui, maigre, tremblante, chargée de toutes les voix. Le soir du 22 mars, Sarah ne dormit presque pas. Mary O'Donnell la vit dans l'escalier, pieds nus, une main sur la rampe, murmurant des nombres et une phrase répétée plusieurs fois. Il a dit que je ne devais pas me souvenir. Personne ne demanda qui était il. Dans cette maison, on avait pris l'habitude criminelle de ne pas entendre ce qui dérangeait. Le lendemain, les invités trouveraient une enfant préparée à réciter. Ils découvriraient un dossier vivant prêt à s'ouvrir. Et quand il s'ouvrirait, ce ne serait pas une merveille scientifique qui parlerait. Ce serait l'acte d'accusation d'un siècle qui avait appris à appeler progrès ce qu'il faisait au corps sans défense. Le 23 mars 1865, à 5h de l'après-midi, la maison du docteur Cornelius Hartwell était prête. Les rideaux du salon avaient été tirés à demi. Le feu brûlait dans la cheminée. Sur une table basse, Madame Eleanor Hartwell avait fait disposer du thé, du pain sucré et quelques gâteaux secs. Tout devait donner l'apparence d'une réunion instruite, respectable, presque bienveillante. C'est ainsi que les choses honteuses survivent le mieux, sous une nappe propre, dans une pièce chauffée, entre hommes qui se saluent avec calme. Les invités arrivèrent séparément.
Le professeur Edmund Walker, venu de Harvard, portait un manteau sombre et une expression de scepticisme poli. Le docteur Friedrich Schneider, neurologue allemand de passage à Philadelphie, demanda aussitôt à voir les notes préparatoires. Le juge Horace Caldwell, philanthrope influent et membre de plusieurs sociétés savantes, observa la pièce sans parler. Il connaissait déjà assez les hommes pour savoir que le danger ne se présentait pas toujours avec un visage brutal. Hartwell les reçut comme un maître de cérémonie. Sa voix était mesurée. Ses gestes, précis. Il expliqua que Sarah Brown avait consulté un registre comptable de 178 pages pendant 1 heure seulement, 3 semaines plus tôt. Elle ne l'avait pas recopié, elle ne l'avait pas relu. Elle devait maintenant le restituer de mémoire, page après page, ligne après ligne. Sur la table, le registre original attendait. Il contenait des noms, des adresses, des dates, des montants, une matière sèche, ingrate, impossible à embellir. Hartwell l'avait choisi pour cette raison. Aucun auditoire ne pourrait parler d'émotions, de récitations religieuses ou d'habitudes scolaires. Si Sarah réussissait, la preuve serait froide, mathématique. Irréfutable, on fit d'entrer l'enfant. Elle portait une robe simple, propre, trop bien ajustée pour cacher sa maigreur. Ses cheveux étaient tressés avec soin. Son visage avait la pâleur grise des enfants qui dorment mal depuis longtemps. Ses mains, jointes devant elle, tremblaient légèrement. Personne ne lui demanda si elle voulait être là. Cette omission suffit à juger toute la scène. Hartwell plaça Sarah près de la cheminée, face aux invités. Sedgwick, assis à droite, ouvrit son carnet. Walker prit le registre. Schneider sortit une montre. Caldwell resta debout, les bras croisés, le regard fixé sur l'enfant plutôt que sur le médecin. « Commencez !» dit Hartwell. Sarah inspira, puis elle parla. D'abord lentement, page 1. Nom, adresse, somme. Page 2. Date, signature, montant. Sa voix était basse mais nette. Elle ne cherchait aucun effet. Elle récitait comme on marche sur une route connue sans lever les yeux. Walker suivait dans le registre. Il hochait parfois la tête. Schneider notait l'heure. Sedgwick écrivait sans s'arrêter. Après 10 minutes, l'incrédulité céda la place à l'inquiétude. Après 20 minutes, plus personne ne toucha au thé. Après 30 minutes, Hartwell souriait à peine. Il croyait tenir enfin sa victoire. Il croyait que Sarah allait livrer au monde savant la preuve qui ferait de son nom une référence. Il ne comprenait pas encore que la mémoire qu'il avait exploitée ne lui obéissait plus. Vers la 45e minute, un glissement se produisit. Sarah venait de réciter une ligne concernant un certain Harold Davidson, montant $312. Puis, sans pause, elle ajouta d'une voix différente. Le docteur dit qu'elle ne devrait pas savoir ce qu'on lui a fait. Walker leva les yeux du registre. Hartwell se raidit. Sarah continua. Compte suivant. Elizabeth Frost. $189. La mémoire est comme une cicatrice. Une fois ouverte, elle garde tout. La phrase n'appartenait pas au registre. Le silence changea de nature. Hartwell fit un pas vers elle. Sarah restait concentrée. Seulement le registre. Elle ne l'entendit pas ou ne put pas lui obéir. Les lignes comptables se mêlaient maintenant à d'autres phrases, plus anciennes, captées derrière des portes, dans des bureaux, dans des chambres où l'on avait cru pouvoir parler librement devant une enfant sans défense. Sujet soumise à 12 injections sur une période de 6 semaines. Compte numéro 5330. Intervention précoce probablement responsable de la fixation mnésique. Madame Rachel Hawkins, $240. Schneider posa sa montre. Sedgwick cessa d'écrire. Hartwell traversa la pièce et saisit Sarah par les épaules. Ses doigts s'enfoncèrent dans le tissu de sa robe. Il ne cria pas encore. Il tenta d'abord de sauver les apparences. Assez, reprenez à la page correcte. Mais la page correcte n'existait plus. Sarah parlait maintenant avec plusieurs voix. Celle de Hartwell, celle de Sedgwick. Une voix d'homme plus grave, que personne dans la pièce ne reconnut d'abord. Elle répéta des fragments sur des enfants déplacés en 1862 sur un hôpital militaire près de Washington, sur des traitements destinés à renforcer les facultés mentales. Elle prononça le nom Cranston. Caldwell tourna lentement la tête vers Hartwell. Ce nom venait de briser la façade. Sarah tremblait de tout son corps. Les mots sortaient d'elle sans ordre apparent, mais leur sens était clair, une salle sombre. Une table, des sangles, une odeur d'alcool, une aiguille. Sa mère Margaret qui pleurait derrière une cloison. Un homme à barbe noire qui promettait que l'enfant deviendrait spécial. Une somme $50. $50 pour vendre le silence. $50 pour autoriser l'horreur. $50
et ensuite une mère incapable de vivre avec ce qu'elle avait laissé faire. Hartwell devint livide, non parce qu'il découvrait tout. Il en savait déjà assez, mais parce que d'autres entendaient enfin. Sarah dit que le docteur Crane n'était pas Crane, que son vrai nom était Elijah Cranston, qu'il avait quitté Washington avant qu'on ne l'arrête, qu'il avait placé des enfants dans plusieurs institutions du Nord, qu'on leur avait donné de nouveaux noms, de nouvelles histoires, de fausses morts de parents. Elle ne récitait plus seulement un souvenir personnel. Elle révélait une méthode. Voilà ce que les hommes redoutent le plus. Non pas le mal qu'ils font, mais le moment où ce mal devient lisible. Hartwell la secoua. Silence. Sarah continua. Elle répéta une conversation de février 1865 entre Hartwell et Sedgwick. Hartwell y disait que si les capacités de l'enfant venaient d'une intervention, il fallait en retrouver le principe. Sedgwick demandait si cela ne risquait pas de la détruire. Hartwell répondait que toute découverte exigeait un coup. Le coup était devant eux. 9 ans, maigre, tremblante, presque brisée. Le professeur Walker recula d'un pas. Schneider murmura quelques mots en allemand, probablement une prière ou une injure. Caldwell, lui, ne bougea pas. Son visage s'était fermé. Il venait de comprendre qu'il n'assistait pas à une démonstration, mais à une déposition. Alors Hartwell perdit le contrôle. Sa main partit, la gifle claqua dans le salon. Sarah tomba sur le tapis. Ce bruit, plus que tous les discours, révéla la vérité de la pièce. Le savant avait disparu. Restait l'homme qui frappe quand son autorité s'est menacée. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Le feu craquait dans la cheminée. Une tasse vibra légèrement sur sa soucoupe. Sedgwick regardait son carnet comme si l'encre pouvait l'innocenter. Sarah, recroquevillée au sol, murmurait encore des noms, des chiffres, des dates. Washington 1862, Baltimore, février 1863. Philadelphie, mars 1865. Sa mémoire continuait de travailler contre ceux qui l'avaient utilisée. Walker fut le premier à s'adresser à Hartwell. « Qu'avez-vous fait à cet enfant ?» La question était simple, elle était aussi trop tardive. Hartwell ne répondit pas. Il regardait Sarah avec une peur froide, non la peur d'un homme pris de remords, mais celle d'un homme dont le dossier secret vient de s'ouvrir devant témoins. Caldwell s'agenouilla près de l'enfant. Il ne la toucha pas tout de suite. Ce geste, enfin, avait quelque chose de juste. Reconnaître qu'après tant de mains imposées, même l'aide devait demander permission. Il lui parla doucement. Sarah ne répondit pas. Ses yeux étaient ouverts, mais absents. La soirée ne se termina pas par une arrestation. C'est cela qu'il faut retenir. Aucune police ne fut appelée cette nuit-là. Aucun scandale public ne fut lancé à l'aube. Les hommes présents comprirent qu'ils venaient d'entrevoir un crime plus vaste qu'un seul médecin, plus sale qu'une seule maison. Et comme souvent, leur première réaction ne fut pas la justice. Ce fut le contrôle des dégâts. On décida de retirer Sarah de la maison Hartwell. On décida d'une enquête discrète. On décida de ne pas alerter immédiatement les journaux pour éviter, disait-on, la panique, l'instrumentalisation, le désordre. Des mots prudents, des mots lâches. Dans la nuit du 23 au 24 mars 1865, Sarah Brown quitta Spruce Street enveloppée dans un manteau trop grand. Caldwell organisa son transfert vers une famille Quaker de Germantown, les Miller, connus pour accueillir des enfants abandonnés. Hartwell resta dans son salon, entouré de ses livres, de ses instruments, de ses carnets. La maison était encore debout. Sa réputation, elle, venait de se fissurer. Mais Sarah ne sortait pas libre. Elle sortait survivante, chargée d'un savoir qu'aucun enfant n'aurait dû porter. Et ceux qui l'emmenaient savaient déjà qu'ils ne cherchaient pas seulement à la sauver. Ils cherchaient aussi à empêcher que sa mémoire ne condamne trop de vivants. Dans la nuit du 24 mars 1865, Sarah Brown arriva à Germantown sans comprendre qu'elle venait d'être sauvée et confisquée une seconde fois. La famille Miller, Quaker, l'accueillit dans une petite maison sobre au nord de Philadelphie. Samuel Miller était imprimeur. Sa femme, Ruth Miller, dirigeait une école discrète pour enfants noirs et orphelins de guerre. Ils étaient connus pour leur compassion, mais aussi pour leur silence. C'est pour cela que le juge Horace Caldwell les choisit. Sarah avait besoin d'un abri. Les hommes bien présents chez Hartwell avaient surtout besoin d'un lieu où l'affaire ne ferait pas de bruit. Voilà la vérité la plus dure. Même après l'horreur, les adultes protégèrent d'abord l'ordre. Pendant 3 semaines, Sarah resta presque muette. Elle dormait par fragments. Parfois, elle se réveillait en criant, puis récitait des noms, des montants, des phrases de médecins, des prières entendues à l'orphelinat, des chansons de sa mère.
Ruth Miller s'asseyait près d'elle sans la toucher. Elle avait compris qu'une main posée trop vite pouvait devenir une menace. Mais la mémoire de Sarah ne se calmait pas. Elle débordait. Le 2 avril 1865, Caldwell commença son enquête privée, pas une enquête de justice. Une enquête de maîtrise. Il interrogea Walker, Schneider, Sedgwick, puis Pemberton. Tous confirmèrent une partie des faits. Tous choisirent leurs mots avec prudence. Dans ces milieux, on savait condamner sans accuser, reconnaître sans exposer, enterrer sans mentir ouvertement. Thomas Sedgwick fut le premier à livrer des détails utiles. Il affirma que Hartwell avait découvert en février 1865 plusieurs documents liés à un certain Elijah Cranston, ancien médecin militaire disparu en 1863. Il parla d'un hôpital de campagne près de Washington, de notes sur la mémoire traumatique, de rapports censurés et d'enfants déplacés pendant la guerre. Il nia avoir participé à quoi que ce soit d'illégal. C'était prévisible. Les hommes qui tiennent les carnets prétendent toujours n'avoir tenu que la plume. Le révérend Josiah Pemberton, lui, arriva à l'entretien le visage des faits. Caldwell lui montra la liste des visiteurs venus voir Sarah entre mai et décembre 1864. Médecins, professeurs, donateurs, curieux respectables. Pemberton reconnut presque tous les noms. Il dit qu'il avait cru bien faire. Cette phrase revient dans trop de dossiers de honte. Croire bien faire n'efface pas l'enfant au centre de la pièce. L'enquête remonta jusqu'à Baltimore. Aucun docteur Elijah Crane n'avait existé. Aucun décès officiel de Margaret Brown n'était enregistré en janvier 1863. Mais un registre incomplet d'une pension de Fells Point mentionnait en décembre 1862 une femme nommée Maggie Brown, blanchisseuse accompagnée d'une petite fille. 2 semaines plus tard, leur nom disparaissait. Aucun départ. Aucun décès. Seulement une ligne vide. Caldwell reçut ensuite un rapport plus inquiétant de Washington. En août 1862, un médecin militaire nommé Elijah Cranston avait été signalé pour procédure non autorisée sur des patients vulnérables. Le document parlait de stimulants, d'injections, de privation de sommeil, de tests de rappel forcés. Les passages les plus précis avaient été retirés. L'armée avait préféré déplacer le scandale plutôt que le juger. C'est ainsi que les institutions protègent leur propre image. Elles appellent disparition ce qui devrait s'appeler crime. Sarah, interrogée par Ruth Miller avec infiniment de précautions, donna des fragments. Une chambre étroite à Baltimore. Sa mère qui chantait pour couvrir ses pleurs. Un homme à barbe noire. Une promesse, elle apprendra mieux que tous les autres. Une somme de $50. Des injections répétées. Une douleur dans la tête. Des jours de fièvre. Puis le voyage vers Philadelphie, en février 1863. Et l'ordre de ne jamais parler de l'endroit d'où elle venait. Elle ne racontait pas tout d'un seul trait. Elle ne pouvait pas. Les souvenirs sortaient comme des morceaux de verre. Caldwell fit dresser une liste d'enfants possiblement déplacés par Cranston entre 1862 et 1863. Il y en avait au moins 6, 2 placés à New York. Un à Harrisburg, une fillette morte à Washington sous un nom douteux. Un garçon envoyé dans une ferme du New Jersey. Sarah Brown n'était donc pas une exception tragique. Elle était une survivante visible d'un système plus large. Et pourtant, rien ne fut publié. Le juge Caldwell justifia ce silence par la prudence. Il craignait, disait-il, que l'affaire soit utilisée par les ennemis des affranchis, que la presse transforme Sarah en spectacle, que les institutions ferment leurs portes aux enfants noirs par peur du scandale. Ces raisons n'étaient pas entièrement fausses. Elles étaient seulement incomplètes. Il protégeait aussi des noms, des carrières, des universités, des hommes de sa propre classe. La morale devient très flexible lorsqu'elle menace les puissants. Quant à Hartwell, il fut convoqué discrètement le 18 avril 1865. Caldwell, Walker et 2 membres influents de la Société médicale de Pennsylvanie l'attendirent dans un bureau privé. On ne lui demanda pas d'expliquer la gifle. On ne lui demanda pas pourquoi il avait poursuivi ses tests après avoir soupçonné l'origine de la mémoire de Sarah. On lui signifia seulement que sa position universitaire était intenable. Il démissionna avant la fin du mois. Aucune accusation publique, aucun procès. Aucun titre dans les journaux. Il vendit sa maison de Spruce Street en juin 1865 et quitta Philadelphie. Plus tard, on retrouverait sa trace dans une petite ville de l'Ohio, sous le nom légèrement modifié de C.H. Hartley. Il y mourut en 1879, médecin respecté par des gens qui ignoraient commodément ce qu'il avait fait. C'est cela le privilège du respectable. Pouvoir changer de ville quand les victimes ne peuvent de même pas changer de mémoire.
Sarah resta chez les Miller. Ruth tenta de lui offrir une routine simple, lever à 7 heures. Pain chaud, leçons courtes. Jardinage, couture. Lecture sans démonstration. Personne ne lui demandait de prouver quoi que ce soit. Personne ne l'obligeait à réciter. Mais ne plus être utilisée ne suffisait pas à la rendre intacte. Elle avait des crises. Certaines duraient 10 minutes, d'autres plusieurs heures. Elle récitait les colonnes du registre de 178 pages, puis passait sans transition aux paroles de sa mère, aux mesures de Hartwell, aux sermons de Pemberton, aux chiffres des comptes, aux noms d'enfants qu'elle n'avait peut-être entendus qu'une fois dans une pièce sombre. Son esprit ne triait pas. Il conservait tout avec la même violence. Ruth Miller écrivit dans son journal, le 9 septembre 1866, que Sarah ne souffrait pas d'un manque de mémoire, mais d'un excès sans repos. Cette phrase demeure la plus juste. Le mal n'était pas qu'elle se souvenait. Le mal était qu'on lui avait volé l'oubli. En 1867, Sarah fréquenta brièvement une petite école pour enfants de couleur à Germantown. Les autres élèves l'appréciaient peu, non par cruauté pure, mais parce que sa présence inquiétait. Elle savait répéter exactement ce qu'on avait dit, même quand on regrettait de l'avoir dit. Les enfants apprennent vite à craindre ceux qui ne laissent rien disparaître. Elle grandissait lentement, trop maigre, trop silencieuse. À 12 ans, elle paraissait à la fois plus jeune et plus vieille. Certains jours, elle pouvait aider Ruth au jardin avec calme. D'autres jours, un bruit sec, une odeur d'alcool, le frottement d'une chaise sur le sol suffisaient à la replonger dans une pièce de 1862. Pemberton vint la voir 2 fois. La première en mai 1866, la seconde en octobre 1868. Il apporta des livres, des fruits, de l'argent pour les Miller. Sarah le reçut poliment. Elle ne l'accusa pas, c'était presque pire. Son silence lui renvoya plus clairement sa faute que n'importe quel reproche. Il lui demanda pardon. Elle répondit « Je m'en souviens ». Il n'y avait rien à ajouter. Les années suivantes, Caldwell conserva son dossier dans un coffre privé. Il y rangea les dépositions, s'il était sur les lettres, les notes sur Cranston, les copies des rapports militaires. Il affirma que l'affaire serait un jour rendue publique lorsque le pays serait prêt. Cette excuse aussi mérite d'être dénoncée. Les pays ne sont jamais prêts à entendre ce qu'ils ont permis. Ce sont les témoins qui meurent pendant qu'on attend. Sarah Brown mourut avant que l'Amérique soit prête à quoi que ce soit. En avril 1871, par une matinée pluvieuse, Ruth Miller la trouva effondrée dans sa chambre. Le médecin local parla d'une attaque soudaine du cerveau. Diagnostic propre, explication pauvre. Sarah avait 15 ans. 15 ans seulement, et déjà une vie entière de douleurs conservée sans atténuation. On l'enterra dans le petit cimetière Quaker de Germantown. Pemberton paya les frais. La pierre indiqua son nom, son âge et 2 dates approximatives, 1856 à 1871. Rien sur les expériences, rien sur Hartwell. Rien sur Cranston, rien sur l'enfant transformé en preuve puis en secret. La pierre disait peu parce que les vivants avaient décidé de peu dire, mais le silence n'innocente personne. Il ne fait que prolonger le crime sous une forme plus polie. Sarah Brown avait été livrée par un faux médecin, étudiée par un vrai, protégée trop tard par des hommes prudents, puis enterrée sous une vérité réduite au minimum. Ce n'était pas un oubli, c'était une décision. En avril 1871, Sarah Brown fut enterrée à Germantown sous une pierre trop simple pour une histoire aussi lourde. Son nom, 2 dates. Rien d'autre, aucun mot sur Baltimore. Aucun mot sur le faux docteur Elijah Crane, devenu dans les dossiers le nom probable d'Elijah Cranston. Aucun mot sur la maison de Spruce Street, sur les carnets du docteur Cornelius Hartwell, sur le registre de 178 pages récité le 23 mars 1865 jusqu'à devenir une accusation publique. La pierre ne mentait pas. Elle faisait pire, elle taisait l'essentiel. Le révérend Josiah Pemberton paya les funérailles. Il resta debout près de la fosse, le visage fermé, les mains jointes, comme un homme qui prie moins pour la morte que pour survivre à sa propre responsabilité. Il avait voulu faire de Sarah une preuve. Il l'avait livrée aux savants. Puis il avait passé les dernières années à appeler remords ce qui aurait dû s'appeler complicité. Le juge Horace Caldwell conserva le dossier dans un coffre privé. Il y avait les notes prises après la soirée du 23 mars 1865, les déclarations prudentes d'Edmund Walker, les observations du docteur Friedrich Schneider, les aveux partiels de Thomas Sedgwick, les lettres de Baltimore, les copies de rapports militaires liés à Cranston, assez pour ouvrir une enquête officielle. Assez pour faire tomber des réputations, assez, surtout, pour montrer que Sarah n'était pas une erreur isolée. Mais Caldwell ne publia rien.
Il disait attendre un moment plus favorable. Le pays sortait de la guerre, la reconstruction était fragile. Les anciens enfants réduits en servitude, les réfugiés, les familles noires, nouvellement libres, avaient besoin de protection, pas d'un scandale qui les transformerait encore en spectacle. Ces raisons avaient l'apparence de la prudence morale. Elle protégeait surtout les vivants puissants. Voilà comment les archives deviennent des tombes, non par manque de papier, mais par excès de respect pour les coupables. En 1873, Pemberton quitta l'orphelinat presbytérien de la Miséricorde divine, officiellement pour raison de santé. En réalité, il ne supportait plus les dortoirs, les kiladia, les couloirs, les sédias, la salle de classe où Sarah avait levé la main pour la première fois. Il mourut en 1882, laissant quelques lettres où il évoquait une enfant confiée à ma garde et perdue par ma vanité. Il n'écrivit jamais son nom complet, même dans la repentance, il conserva une part de lâcheté. Hartwell, lui, disparut presque proprement. Après sa démission discrète de l'université de Pennsylvanie en avril 1865, il vendit sa maison en juin 1865 et s'installa dans l'Ohio sous le nom de Cornelius H. Hartley. Il exerça la médecine générale jusqu'à sa mort, en 1879. Dans la vie funéraire locale, on le décrivit comme un homme cultivé, réservé, dévoué à ses patients. Aucune mention de Sarah. C'est ainsi que fonctionne l'effacement. La victime reste liée à l'horreur. L'homme responsable reçoit une seconde biographie. Quant à Thomas Sedgwick, il reprit un poste médical à New York en 1866. Il ne devint jamais célèbre. Il ne fut jamais jugé. Il publia même, en 1874, un court article sur les troubles de la mémoire chez l'enfant traumatisé, sans citer Sarah, sans citer Hartwell, sans citer la maison de Spruce Street. Il avait appris la leçon des hommes prudents, transformé la faute en sujet d'étude, puis retiré les noms. Pendant des décennies, l'histoire de Sarah Brown circula seulement sous forme de murmures. Une enfant de Philadelphie qui retenait tout, une expérience militaire. Un médecin disparu, une démonstration qui avait mal tourné. Les noms changeaient, les dates se brouillaient. Le fond demeurait, une enfant noire avait été utilisée parce que personne ne craignait réellement les conséquences. Dans les registres, elle existait à peine. Une entrée d'orphelinat en février 1863. Une sortie vers la maison Hartwell en janvier 1865. Une mention de placement à Germantown après mars 1865. Un certificat de décès en avril 1871. Une sépulture, toute une vie réduite à des lignes administratives. Puis, 21 1992. Cette année-là, lors de la rénovation d'un ancien bâtiment rattaché à l'université de Pennsylvanie, des ouvriers découvrirent une malle poussiéreuse derrière une cloison condamnée. À l'intérieur, des carnets reliés, abîmés par l'humidité, couverts d'une écriture serrée. Le nom sur la première page était clair, Dr Cornelius Hartwell. Les carnets couvraient surtout la période 1864 à 1865. Les premières pages parlaient de mesures crâniennes, de tests de rappel, de vitesse de mémorisation. Le ton était sec, technique, déshumanisé. Sarah y apparaissait rarement comme une enfant. Hartwell écrivait le sujet Brown, la file Brown, parfois seulement SB. Mais plus on avançait, plus les notes devenaient nerveuses. Il mentionnait les soupçons autour d'Elijah Crane. Il écrivait le nom Cranston. Il notait l'existence de rapports militaires censurés. Il s'interrogeait sur une intervention antérieure. Il savait, c'est le point d'essentiel. Hartwell ne fut pas seulement un savant aveuglé. À partir de février 1865, il comprit que Sarah avait probablement été modifiée, blessée, utilisée avant lui. Et au lieu de la protéger, il poussa plus loin. Ses propres carnets l'accusent mieux que n'importe quel sermon. Une historienne de la médecine, Dr Miriam Ellison, examina brièvement les documents à l'automne 1992. Elle identifia le lien probable avec plusieurs rapports militaires de 1862. Mais ces demandes d'accès complet furent ralenties, puis limitées. Les carnets furent transférés dans des archives spéciales, consultables uniquement sur autorisation. Encore une fois, le dossier entra dans une pièce fermée. On dira que c'était pour conservation. On dit toujours cela. Mais conserver sans révéler, c'est parfois seulement perfectionner l'enterrement. Aujourd'hui, chercher Sarah Brown dans les bases historiques donne presque rien. Son nom n'ouvre pas les portes. Il ne déclenche pas de grande bibliographie. Il ne figure pas dans les récits officiels de la médecine américaine. Il n'occupe pas la place qu'on accorde aux savants, aux juges, aux professeurs.
Elle reste dans les marges, là où l'histoire range ceux dont le corps a servi à construire la réputation des autres. Et pourtant, son dossier force une question simple. Combien d'autres? Combien d'enfants déplacés entre 1862 et 1865? Combien de jeunes affranchis, d'orphelins, de réfugiés, de pauvres sans nom solide ont disparu dans des registres incomplets? Combien ont été appelés sujets pour que des hommes instruits puissent éviter le mot victime? Combien sont morts, sans pierre, sans dossier, sans témoin capable de retenir chaque détail comme Sarah? Il ne faut pas transformer Sarah Brown en légende, ce serait une autre forme d'exploitation. Elle n'était pas un symbole avant d'être une enfant, elle n'était pas née pour dénoncer un siècle. Elle voulait dormir, manger, apprendre, oublier les voix qui l'avaient blessée. Le scandale est cela. Il a fallu qu'elle soit détruite pour que les hommes autour d'elle commencent seulement à reconnaître son humanité. Sa mémoire parfaite fut appelée don, c'était une punition fabriquée. Son silence fut pris pour de l'obéissance, c'était de la survie. Sa récitation du 23 mars 1865 fut décrite comme une crise, c'était un témoignage. Et son effacement après 1871 ne fut pas un accident, c'était la dernière étape du même système. Prendre le corps, prendre la voix, puis prendre la trace. La morale de ce dossier n'est pas compliquée. Une société qui laisse les plus vulnérables servir de matériaux au progrès ne produit pas de science innocente. Elle produit des résultats tachés. Elle produit des archives sous clé. Elle produit des hommes respectés et des enfants enterrés trop tôt. Sarah Brown ne pouvait pas oublier. Les autres, eux, ont choisi de le faire.